Vous passez le TCF bientôt et la tâche 3 de l'expression orale vous fait peur? Ne paniquez plus. Dans cette vidéo, je vais décortiquer pour vous 3 sujets brûlants d'actualité et vous donner les clés pour obtenir le niveau C1. Structure, connecteur, logique et argument. Tout est prêt, vous n'avez plus qu'à pratiquer. Donc, on va commencer comme d'habitude par les critères d'évaluation. Pour obtenir un niveau C1, C2, l'examinateur vérifie la structure, présence d'une introduction, d'un développement organisé, connecteur logique et d'une conclusion, l'étendue du vocabulaire, l'utilisation de termes précis et d'expressions idiomatiques et évitement des répétitions. Les expressions idiomatiques, ce sont les expressions toutes faites de la langue française. La correction grammaticale, maîtrise des temps complexes, subjonctifs conditionnels et de la syntaxe. Juste un petit conseil concernant les temps complexes. Si vous ne maîtrisez pas ce type de temps, employez toujours le présent de l'indicatif. L'aisance et l'interaction, débit naturel, peu d'hésitation et capacité à nuancer son propos. Pour l'aisance et l'interaction, n'hésitez pas à consulter ma vidéo dans laquelle je donne 5 techniques pour améliorer l'expression orale. Donc, ces 5 techniques, ce sont efficaces et pratiques et vous garantissent avoir un débit naturel, peu d'hésitation et capacité à nuancer vos propos. On va commencer par le sujet 1. Comment l'immigrant peut-il s'adapter à l'esprit du pays d'accueil? On va commencer tout d'abord par étaler les différentes parties de la production orale, introduction, développement et conclusion. Dans le développement, je vais vous donner 3 idées. Donc, dans l'introduction, l'intégration est un processus bilatéral. Au-delà des démarches administratives, l'adaptation à l'esprit d'un pays est un défi socio-culturel majeur. Pour le développement, première idée, l'apprentissage de la langue, c'est le vecteur essentiel pour comprendre les codes implicites, l'humour et les valeurs profondes. L'ouverture de l'esprit, il ne s'agit pas d'oublier sa culture d'origine, mais de pratiquer une acculturation. Participer à la vie associative ou locale permet de créer des ponts. L'observation et l'écoute, comprendre les coutumes, civilité, rapport du haut ton aide à éviter les malentendus culturels. Pour la conclusion, donc vous pouvez donner l'adaptation réussie réside dans l'équilibre entre la préservation de son identité et l'adoption respectueuse des valeurs du pays d'hôte. Maintenant, on va regrouper toutes ces idées par des connecteurs logiques pour obtenir la production finale et c'est la version que vous allez donner à l'examinateur. L'immigration est une aventure humaine complexe qui ne se limite pas à un simple changement de résidence, elle implique une véritable transition identitaire. Dès lors, on peut se demander quels sont les leviers permettant à un nouvel arrivant de s'imprégner de l'esprit de sa terre d'accueil. Tout d'abord, la maîtrise de la langue est la clé de voûte de toute intégration réussie. En effet, la langue n'est pas seulement un outil de communication, elle véhicule une culture, un humour et une vision du monde. Par ailleurs, l'ouverture d'esprit joue un rôle crucial. L'immigrant doit faire preuve d'une curiosité bienveillante envers les coutumes locales, sans pour autant renier ses propres racines. À cet égard, la participation à la vie associative ou citoyenne constitue un excellent moyen de tisser des liens sociaux et de comprendre les codes implicites de la société. Enfin, il est indispensable de faire preuve de patience. L'adaptation est un processus graduel qui nécessite une observation constante des interactions sociales. En somme, si l'effort d'intégration doit venir de l'individu, il repose sur un équilibre subtil entre respect des traditions d'accueil et préservation de son héritage personnel. C'est ainsi que l'immigration devient une richesse partagée. Deuxième sujet,
Au travail, faut-il toujours suivre les consignes de son supérieur? On va commencer d'abord, comme on a fait pour le premier sujet, par voir les différentes parties du sujet. Introduction, la hiérarchie est le pilier de l'organisation en entreprise. Cependant, l'obéissance aveugle est-elle toujours synonyme d'efficacité? Donc, vous remarquez dans le sujet, on a l'adverbe de modération toujours. Donc, une petite remarque que je vous donne, toujours si vous trouvez l'adverbe de modération toujours dans la consigne, ça implique obligatoirement à donner une production nuancée, c'est-à-dire donner la thèse et l'antithèse ou donner le point de vue favorable et le point de vue défavorable. D'autres termes, vous donnez les avantages et les inconvénients. Donc, toujours, si vous trouvez dans la consigne l'adverbe toujours, ça veut dire que vous allez faire une prise de position nuancée, c'est-à-dire donner le plus et le moins en même temps. Le développement et l'importance du cadre, suivre les consignes assure la cohérence du projet et la sécurité des opérations. C'est le respect du contrat de travail. Le droit à l'esprit critique. Un employé expert peut détecter une erreur dans une consigne. Le dialogue constructif évite parfois des catastrophes économiques ou éthiques. L'autonomie et l'innovation, les entreprises modernes valorisent aujourd'hui la prise d'initiative. Une consigne trop rigide peut freiner la créativité. Donc, vous remarquez que les idées ne sont pas toutes des idées favorables. On a une idée favorable et une idée défavorable, c'est-à-dire une idée pour le respect des consignes du supérieur et une idée qui est pour l'autonomie et l'innovation, c'est-à-dire ne pas suivre les consignes du supérieur d'une façon aveugle ou aveuglément. La conclusion est s'il est nécessaire de respecter l'autorité, la loyauté envers l'entreprise consiste parfois à savoir questionner une directive de manière diplomatique. Maintenant, on va lier toutes ces idées par des connecteurs logiques pour obtenir la production finale. Dans le monde professionnel, la hiérarchie est souvent perçue comme la garantie de l'ordre et de l'efficacité. Néanmoins, face à des situations imprévues ou éthiquement discutables, la question se pose, l'obéissance doit-elle être absolue? Certes, le respect des consignes est fondamental pour assurer la coordination des équipes et la sécurité au sein de l'entreprise. Toutefois, une exécution aveugle des ordres peut s'avérer contre-productive. D'une part, un collaborateur expert dans son domaine peut déceler une erreur technique dans une directive. Dans ce cas, il a le devoir d'alerter sa hiérarchie pour éviter un échec. D'autre part, le sens des responsabilités implique parfois de savoir dire non si une consigne va à l'encontre de l'éthique ou de la loi. De surcroît, les entreprises les plus innovantes sont celles qui encouragent l'esprit critique et l'autonomie car cela favorise la résolution créative de problèmes. Pour inclure, s'il est essentiel de respecter un cadre hiérarchique, pour le bon fonctionnement d'une structure, la loyauté ne doit pas être confondue avec la soumission. Un dialogue ouvert reste la meilleure solution pour concilier autorité et efficacité. Juste une remarque que je vais donner à la fin de cette production orale, c'est à propos de l'emploi du connecteur logique d'une part et d'autre part. Donc, si vous employez le connecteur logique d'une part, vous devez absolument, dans l'idée qui suit, utiliser d'autre part. On les appelle des connecteurs logiques corrélatifs, c'est-à-dire ce sont des connecteurs logiques qui s'emploient ensemble. Si vous utilisez d'une part, obligatoirement, dans l'idée qui suit cette idée, vous utilisez d'autre part. Aussi, d'un côté, d'autre côté, d'un lieu, d'autre lieu. Donc, ce sont des connecteurs logiques corrélatifs. On les emploie toujours ensemble. Donc, faites attention à l'emploi de ce type de connecteurs. Si vous ne maîtrisez pas l'emploi de ces connecteurs logiques, évitez de les employer. Employez d'autres connecteurs qui ne sont pas corrélatifs comme par exemple de plus, en plus, par ailleurs, en outre.
Donc, pour éviter ce type d'erreur. Sujet 3, les outils numériques nous rendent-ils moins actifs? Les différentes parties de ce sujet. Introduction, smartphones et réseaux sociaux ont révolutionné notre quotidien, mais cette hyperconnexion ne favorise-t-elle pas une forme de passivité? Le développement, la sédentarité physique, le temps passé devant les écrans réduit mécaniquement le temps consacré aux activités sportives et aux déplacements réels. La paresse cognitive, ou on peut l'appeler aussi la paresse mentale, l'accès immédiat à l'information, Google, IA, l'intelligence artificielle, peut affaiblir notre mémoire et notre capacité à réflexion profonde. Le paradoxe de l'activité numérique, à l'inverse, ces outils permettent de gérer des projets mondiaux, d'apprendre de nouvelles compétences et de mobiliser des foules instantanément. Donc, vous remarquez toujours qu'on donne l'idée favorable et l'idée défavorable. Et cette nuance-là, c'est la nuance qui est cherchée par les examinateurs de TCF Canada. Et cette nuance qui vous garantit le niveau C1, C2 parce qu'elle montre que vous avez une logique dans la structuration de vos pensées et vous maîtrisez bien la langue d'une façon à bien euh, faire une nuance sans être induit à l'erreur. Conclusion, les outils numériques sont des catalyseurs. Ils peuvent nous rendre passifs si nous les subissons ou décupler notre activité si nous les utilisons comme des leviers de la création. Maintenant, on va regrouper toutes ces idées par des connecteurs logiques. L'omniprésence du numérique dans nos vies a radicalement transformé nos habitudes. Si ces outils nous offrent des possibilités infinies, on leur reproche souvent de favoriser une certaine passivité. Il est indéniable que sur le plan physique, les écrans encouragent la sédentarité. En effet, nous passons désormais plusieurs heures par jour assis, captivés par des contenus qui limitent nos déplacements réels. De plus, sur le plan intellectuel, la facilité d'accès à l'information peut engendrer une certaine paresse cognitive. En revanche, il serait réducteur de ne voir que le côté négatif. En réalité, les outils numériques peuvent décupler notre activité si nous les utilisons à bon escient. Par exemple, les applications de sport, les plateformes d'apprentissage en ligne ou les réseaux d'engagement citoyen permettent d'être plus actifs et connectés au monde que jamais. Ainsi, le numérique est un outil qui amplifie nos intentions initiales. En conclusion, les outils numériques sont à double tranchant. Ils nous rendent moins actifs si nous en devenons dépendants par divertissement, mais ils deviennent de puissants leviers d'action si nous en gardons le contrôle. Tout est une question de mesure et de discipline personnelle. Donc, comme récapitulation, vous voyez que tous les sujets de la tâche 3 de l'expression orale nécessitent la même méthodologie et la même structure, toujours opter par donner une introduction, un développement qui contient une idée favorable, une idée défavorable et une conclusion. Et n'oubliez pas que la tâche 3, euh, c'est une tâche qui nécessite une gestion du temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps à produire une expression orale. Donc, respectez le temps imparti pour cette tâche 3 par donner une introduction concise, deux idées. Chaque idée contient une explication et un exemple et une conclusion. Et pour savoir comment on structure nos pensées, vous pouvez consulter une vidéo que j'ai préparée, comment structurer ses pensées, 5 habitudes qui vous donnent la façon comment structurer vos pensées. De cette façon-là, vous allez
épargnez l'effort et l'énergie pour chercher des structures le jour de l'examen. Vous êtes déjà habitué à structurer vos pensées. Et n'hésitez pas de me dire dans les commentaires quel est le sujet que vous voyez le plus abordable et qui vous intéresse le plus. Et n'hésitez pas toujours de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, j'aurai plus de courage et de volonté pour atteindre le maximum des personnes qui veulent atteindre le niveau C1, C2 et de réaliser leur rêve d'immigrer au Canada et vivre le rêve canadien. À la prochaine vidéo.